Bonsoir à tous. Donc je vais vous parler tout à fait de la théorie de l'information et en particulier du lien qui existe entre la théorie de l'information et l'apprentissage. Et avant de rentrer en détail sur la théorie de l'information, j'aurais voulu faire une petite révision historique, que je pense c'est toujours très important parce que ça me permet de façon assez simple de revisiter des événements importants dans l'histoire de l'information et en même temps d'introduire des concepts qui sont tout à fait clairs à travers des exemples qu'on a observés depuis toujours. Donc je vais passer un petit peu de temps sur une révision historique. Bon, je vais aller vite, bien sûr, on ne va pas passer des heures sur chaque événement de l'histoire. Ensuite, on va parler du travail des Shannon, essentiellement. Qu'est-ce que Shannon a introduit? Pourquoi Shannon a eu un impact aussi important dans la technologie numérique de nos jours? Et on va finir sur les connexions des travaux de Shannon avec l'apprentissage et les genres de choses qu'on fait aujourd'hui. Donc, une petite révision historique, on va remonter dans le temps, on va aller presque à la préhistoire, hein, ça paraît assez magique, mais effectivement on a des exemples d'informations qui datent depuis le début de l'histoire, ou depuis qu'on a des traces. Hein. Le premier exemple en fait de stockage d'informations remonte quand même il y a très très longtemps. On est dans 3000 ans avant Jésus-Christ. Et typiquement, c'était un peuple qui... il y a un problème, je vais peut-être enlever le son. Ça ne devrait pas faire de bruit. Bon. Chaque fois que j'appuie sur le pointeur, il y a un son que... Bon, c'est animé, comme ça. Donc, il y a un peuple qui s'appelait les Sumériens qui avait réussi à stocker dans des symboles qui sont extrêmement complexes les informations. Mais ce n'était pas un sort de langage, comme on peut s'imaginer, c'était un stockage du son. C'était des petits morceaux du son qu'on est stocké. Ce qui nous a donné un premier exemple dans l'histoire, on était capable de représenter le langage à travers des symboles. À garder. Évidemment, les exemples de transmission qu'on les a depuis toujours, que ce soit de la Chine ou en Amérique du Nord, on a toujours utilisé assez tôt de la fumée pour effectivement prévenir qu'on se laissait attaquer, etc. C'était des exemples parmi d'autres, bien sûr, mais c'était parmi les premiers exemples dans lesquels on a appris qu'on pouvait transmettre de l'information, ce qui me paraît assez naturel. Quand on va sur des choses plus sophistiquées, typiquement sur des images, on peut se poser la question, quel est le premier exemple dans l'histoire où on a compris qu'on pouvait stocker de l'information visuelle, typiquement une image. Et là, je pense que parmi les premiers exemples, on remonte en fait, effectivement, il y a très longtemps, on est toujours dans le début des années du 19e siècle, il y a la fameuse machine des Jacquard. On était en Lyon, les tissus de Lyon étaient très populaires, et puis on voulait répliquer de façon un peu industrielle, si on pouvait se permettre à l'époque, répliquer ce genre de tissus. Et effectivement, on avait inventé une machine qui était capable d'encoder avec une séquence binaire, une image qui était quand même la copie des tissus. Ça paraît quand même incroyable, mais effectivement, on avait déjà la notion qu'on pouvait stocker avec des symboles binaires une image, qui est quand même déjà très très sophistiquée. Évidemment, avec le temps, on a trouvé des moyens de communiquer qui étaient un peu plus sophistiqués que ça. On remonte à l'époque de Napoléon, donc ça c'est une carte de France. Et donc on avait des points un peu partout. Il y avait quelque chose qui s'appelait sémaphore, qui était une machine relativement sophistiquée. Là, ici, on voit typiquement la forme de la machine, avec laquelle on pouvait encoder toutes les lettres d'un alphabet. On avait besoin de 3 personnes qui travaillaient dessus. Il y en avait un qui regardait et qui copiait le message qui était transmis tout au long de la chaîne des machines, et 2 personnes en dessous qui manipulaient en fait les formes de ces symboles pour pouvoir faire transmission. Effectivement, dès qu'il y avait un peu de nuage, ça coinçait. Bon. Mais il y en a encore en Suisse, typiquement à Lausanne, il y en a ce genre de machines, donc on peut les voir.
Si on remonte un peu plus dans les temps à des choses qui sont connues, que tout le monde a entendu parler, effectivement, il y a la notion du code de Morse, qui était un codage binaire, encore une fois, parce qu'il s'agit de coder des symboles assez complexes par, encore une fois, une notion de représentation binaire, parce que c'était la notion de on-off. Et donc, on avait compris qu'on pouvait transformer des symboles qui étaient un alphabet relativement complexe, avec lesquels on pouvait construire des phrases, avec des symboles binaires et en plus les transmettre de façon relativement simple. Et si on va tout au bout du XIXe siècle, effectivement, on tombe sur la notion du téléphone, donc le téléphone de Bell, qui est bien connu. Après, à la fin, il y a Marconi aussi qui a introduit la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui des communications sans fil, de wireless. Et on était vraiment dans quelque chose qui ressemble beaucoup à la technologie d'aujourd'hui. Bien sûr, modulo, il n'y avait pas d'Internet, voilà. Il n'y avait pas d'image qu'on pouvait transmettre, mais il y avait quand même de la voix qui était quand même assez complexe qu'on pouvait transmettre. On n'avait aucune notion de comment mesurer un flou d'informations qui était transmis, mais on pouvait quand même transmettre et manipuler typiquement cette information-là. Donc ça, c'est typiquement la fin du XIXe siècle. Donc on avait la technologie pour transmettre, mais on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était que l'information. Et donc, c'est là où il y a des questions qui ont commencé à se poser. Et puis, parmi ces questions-là, il y a une question quand même qui était très forte. Effectivement, c'était la physique jouait un rôle très important. Elle était très développée à partir du XIXe siècle. Et il y avait un grand messier que je pense vous avez tous vu, entendu parler, qui s'appelait Maxwell, qui a fait une expérience imaginaire, comme il y en a énormément en physique, et une expérience qui a quand même été très complexe à résoudre, parce qu'on a mis très très longtemps à résoudre cette paradigme-là. Alors l'expérience était très simple. On avait une boîte, il y avait des particules en fait qui bouchaient parce que la température n'était pas la même, à des vitesses qui étaient quand même nettement différentes. Donc Maxwell, il s'imaginait qu'il y avait un individu, que plus tard on appelait les démons de Maxwell, qui était entre les deux boîtes, et les deux boîtes, ils avaient une petite porte, une petite fermeture qu'on pouvait ouvrir et fermer. Alors les démons de Maxwell, il y avait quelque chose d'important, c'est qu'il avait de l'information. Il pouvait mesurer la position et la vitesse de chaque particule. Et donc, quelle était l'idée? L'idée, c'était que lorsqu'une particule qui voyageait à une certaine vitesse élevée s'approchait de la petite boîte, le démon de Maxwell allait l'ouvrir et laisser passer d'un côté. Et lorsqu'il y avait des particules qui bouchaient doucement, les démons de Maxwell allaient laisser passer de l'autre côté. Donc, physiquement, ce que cet individu-là était en train de faire, c'est qu'il était en train de transformer l'information, utiliser cette information-là pour créer de l'ordre dans un système qui était complètement désordonné. Parce que lorsqu'on a un gaz avec des différentes températures, effectivement, il y a un désordre total. Et ça crée un problème, puisque, en théorie, ça venait à contradire ce qu'on appelle la 12e loi de la thermodynamique, que je pense, j'espère, certains d'entre vous ont entendu parler. Qu'est-ce qui nous dit la 12e loi de la thermodynamique? Il nous dit que c'est possible de créer de l'ordre à partir d'un système qui est complètement désordonné, mais il faut dépenser de l'énergie. Et donc c'est là où il y a énormément de théories qui sont commencées à apparaître en disant qu'effectivement ouvrir et fermer la porte pouvait être l'énergie qui manquait, etc. Mais la réponse était non. Et la question restait toujours ouverte. On n'arrivait jamais à justifier qu'avec cette expérience imaginaire, mais qui quand même on pouvait éventuellement la réaliser, on pouvait transformer l'information dans une quantité physique qui était de l'ordre, et tout ça tout en ne vérifiant pas la 12e loi. Et effectivement, ça posait un problème parce qu'on pouvait se poser la question si la 12e loi elle était vraie ou pas. Donc, effectivement, c'est resté dans le temps. On a mis une centaine d'années avant de comprendre qu'est-ce qui manquait dans cette expérience-là. Bien sûr, Maxwell n'était plus là, mais la question restait ouverte pendant une centaine d'années qui était énorme. Et vous allez voir un peu plus tard pourquoi cette expérience-là était importante. Parce qu'en quelque sorte, Maxwell était en train d'anticiper à l'époque, très très longtemps avant, la notion d'information. Et d'un point de vue physique, ce qui était encore plus important. Alors, on a trouvé la réponse à cette question-là grâce à notre grand monsieur, on l'appelle Alan Turing. Je pense que tout le monde a entendu Alan Turing comme étant les grands génies mathématiciens qui a fait naître les ordinateurs intelligents d'aujourd'hui.
Typiquement, Alan Turing, ce qu'il a fait essentiellement, c'est montrer que si on avait une séquence, un ensemble de règles logiques, avec une mémoire, on était capable de construire une machine qui donnait l'impression que c'était une machine qui réfléchissait autant que nous. Bien sûr, avec le temps, on a compris qu'effectivement, non, ce n'était pas le cas. C'est une séquence logique et on était capable de processer. Mais bon, c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a énormément des applications issues de l'intelligence artificielle, bien entendu. Alors, Alan Turing, pourquoi il a résolu ce problème-là? Ce n'est pas lui qui a démontré qui n'avait pas de contradictions avec les demandes de Maxwell, mais c'est lui qui a déclenché l'élément critique pour démontrer qu'effectivement il n'y avait pas une contradiction de la deuxième loi. Ce qu'Alan Turing nous a montré, c'est effectivement le pouvoir de l'information à travers la capacité de pouvoir processer l'information, qui est effectivement la notion d'ordinateur qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui est important pour Maxwell, Alan Turing a permis de comprendre l'importance de la notion de mémoire finie. C'est-à-dire que lorsqu'on a une machine à état fini, donc une machine de Turing, on a une mémoire qui va être finie, et lorsqu'il faut suivre la position et la vitesse de chaque particule, il faut effacer dans la mémoire pour pouvoir tenir compte de la nouvelle particule qui va arriver. Les processus d'avoir l'information ne consomment pas de l'énergie, mais les processus d'effacement consomment de l'énergie. Et lorsqu'on calcule exactement ce qui coûtait évalué, donc là c'est toute une démonstration mathématique faite par Bennett, le coût d'effacer chaque bit d'information de la position de la particule et la vitesse, ont démontré que c'était exactement la quantité qu'il fallait pour vérifier la deuxième loi de la thermodynamique. Alors quel est le lien entre tout ça et information finalement? Pourquoi je rentre en détail à ça? Parce que ce qu'on a compris, c'est que l'information, c'était une notion qui allait au-delà de l'existence humaine. Ce n'était pas une question reliée à nous. Ce n'est pas parce que nous, on communique, on essaye de stocker de l'information que l'information existe. L'information, c'est une quantité physique en soi-même qui existe au-delà de nous, parce qu'elle vérifie elle-même les équations de la loi physique. Et conceptuellement, ça a ouvert tout un univers des possibilités. C'est des choses qu'on étudie aujourd'hui en physique théorique. Je ne veux pas rentrer en détail sur ça, mais je vais vous dire un petit peu à la fin. Alors là, ça nous amène en fait à Shannon. Shannon est arrivé. On est effectivement dans les années 1930, 1920 typiquement, et il y a toute une activité qui démarre pour essayer de caractériser qu'est-ce que c'est que l'information déjà, parce qu'on ne savait pas ce que c'est que l'information, et surtout ce qui intéressait d'un point de vue technologique, c'est comment on pouvait mesurer l'information. Mais pour pouvoir mesurer une quantité, il fallait d'abord définir cette quantité-là. Donc, bien sûr, Shannon n'était pas toute seule, comme toujours, même si on retient souvent le nom d'une personne dans l'histoire. Après, ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui ont travaillé, contribué, ont influencé, en fait, finalement, une idée. Et donc, en particulier, j'aurais cité Ralph Hartley, qui était un physicien qui travaillait aussi chez Bell Labs, qui avait déjà écrit un article en 1928 où il y avait déjà la notion d'information dedans. Même si ce n'était pas exactement la notion des Shannon qu'on a retenue avec l'histoire, c'était quand même la notion clé. Ils étaient déjà dedans. Kolmogorov, qui travaillait sur une définition qui était parallèle à celle des Shannon, qui n'était pas probabilistique, mais qui est tout à fait équivalente à celle des Shannon. Alan Turing, bien sûr, parce qu'il y avait la notion des numériques dans la logique des machines universelles de Turing. Yvon Neumann, qui était un mathématicien chez Bell Labs, avec qui Shannon a beaucoup interagi. D'ailleurs, on va arriver à la notion d'entropie. Je vais vous raconter pourquoi Shannon a appelé entropie à la notion d'entropie. D'ailleurs, c'est grâce à von Neumann qui a trouvé ces nombres-là. Alors, la première trace qu'on a historique, donc ça c'est un documentaire qui vient de la bibliothèque de Princeton. Donc c'était un gentillesse du doyen de Princeton. Donc là, ces documents-là, c'est la première trace qu'on a des Shannon, qui nous dit que Shannon travaillait sur une théorie pour expliquer la notion des informations et des communications.
Typiquement, ça c'est où Shannon a habité, ça c'est le laboratoire à l'époque, qui était un laboratoire militaire, comme tout ce qu'on faisait. La lettre est datée 1941, donc tout ce qu'on faisait malheureusement à cette époque-là, il était nécessaire, il y avait une application militaire. Alors dans la lettre, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il y avait quelque chose qui est assez frappant. C'est un rapport d'activité, comme on en fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque, je pense qu'il y en avait moins. Mais c'était un rapport d'activité où Shannon explique les activités qu'il a fait. Et à la fin, il laisse comprendre qu'il avait commencé à travailler sur une théorie de transformation de l'information et des transmissions de l'information, typiquement. Et ce n'est pas très clair si il a mis de côté parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça, et il était quand même en train de faire ça, ou il a mis de côté parce qu'il faisait ça dans son temps libre, ce qui est tout à fait possible en connaissant le personnage. Mais ce qui est clair, c'est assez frappant, le changement qu'il allait introduire dans l'histoire et le peu d'importance qu'il apporte à ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que Shannon a fait? La première chose que Shannon a fait, c'est introduire la notion d'information. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information? Et donc là, je vais faire un peu comme Ismaël, j'aurai un petit peu plus des équations, parce qu'en théorie, l'information, on a beaucoup d'équations, mais j'espère qu'en même temps, vous allez comprendre l'importance des équations dans les sciences d'abord, et ensuite dans la technologie. Parce que si aujourd'hui on vit dans l'ère numérique, c'est grâce à ces équations-là. Donc c'est difficile de parler des notions sans introduire un minimum d'équations. Mais ce qui est important dans la théorie de l'information, c'est les concepts qui vont derrière les équations. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire retenir à partir de mon talk. Donc ce que Shannon a introduit, c'est quelques notions qui sont assez élémentaires, mais tout à fait logiques, qu'on souhaiterait avoir dans une mesure d'information. La première, c'est que la mesure d'information doit être une mesure qui vous permet de reproduire l'observation que vous avez. Typiquement, vous observez une image, l'information doit être proportionnelle à cet objet dont on a besoin pour reproduire cette image-là. Ouais, donc c'est assez logique. En même temps, elle doit être indépendante de la sémantique. C'est-à-dire qu'il doit être une quantité qui est objective et non pas subjective. Il ne doit pas être fonction de l'application qu'on souhaite faire, il doit être quelque chose d'assez abstrait. Il doit être toujours positif, ce qui est assez normal, et en plus il doit être en escale logarithmique, puisqu'en fait on veut zoomer des informations. Donc Shannon a introduit cette notion-là, si on somme tout ça et on écrit correctement toutes ces hypothèses-là, on peut tomber à une constante près avec ces définitions-là. Alors qu'est-ce que c'est que l'information? C'est la probabilité d'observer, donc on a une distribution de probabilité qui crée l'observation d'une image, du texte, etc. Donc on a la probabilité d'observer l'image ou des textes. On prend moins le log de ça et on divise par le nombre d'échantillons, donc la quantité de pixels typiquement que vous avez dans une image. Et conceptuellement, c'est quoi? C'est proportionnel à l'incertitude que vous avez par rapport à l'observation que vous avez eue. C'est-à-dire qu'une observation qui est rare, qui a une probabilité très faible, il va vous apporter une information qui est très importante. Une observation qui est plutôt très fréquente, qui a une probabilité très élevée, il va être peu informatif pour vous. Ouais. Donc information, c'est proportionnel à une certitude, à la incapacité de prédire l'événement, à prédire l'image. Donc les choses qui sont fréquentes n'apportent pas beaucoup d'informations. Donc ça, c'est la première notion. Et puis ensuite, on peut se dire qu'est-ce qui se passe si on observe énormément d'images. Une séquence, en fait, toutes les séquences possibles d'images. Combien d'informations, finalement, on aura obtenues? Alors, si on observe une séquence qui est très, très grande d'images, effectivement, on peut voir que dans les cas où les images sont indépendantes entre elles, l'information totale, la quantité maximale d'informations qu'on va observer à partir du processus d'observation, elle est proportionnelle à une quantité qu'on appelle HDX, qui est l'entropie, qui est aujourd'hui connue comme la mesure d'information. Elle se calcule en fonction de la distribution de probabilités, il faut tomber sur tous les symboles, et c'est une formule qui se calcule en fonction de la distribution de probabilité qui a créé l'image, le son, etc. Ouais. Donc des événements qui ont une probabilité très faible, ils vont avoir une information importante, et des événements qui ont une probabilité très élevée vont avoir une information très faible. Le cas typique, un exemple qui est intéressant, c'est imaginez-vous que vous avez des images qui sont blanc et noir. Chaque pixel, c'est un bit 1, et si c'est noir, et si c'est 0, c'est un bit 0.
Donc, quelle est l'entropie, l'information d'une image de ce genre? On peut la calculer, c'est une formule de ce type. Et effectivement, c'est une parabole donnée par cette courbe-là, dans laquelle on a, si la probabilité du pixel 0 est 0, l'information va être 0. Si la probabilité que le pixel noir devient 1, l'information va être 0 aussi. Et lorsque l'incertitude sur le pixel elle est maximale, lorsque les pixels ont une distribution uniforme, l'information est maximale. Ouais. Donc ça, c'est typiquement, c'est ce qui est important à retenir, c'est l'information, c'est proportionnel à une certitude de prédire l'événement. Ouais. Alors, les choses sont avancées un peu plus, bien sûr, et on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on a des sources qui ne sont pas idées dans le temps, c'est-à-dire qui ne sont pas indépendants et identiquement distribuées, c'est-à-dire que chaque image est corrélée à la suite de l'image qu'on va observer. C'est ce qui arrive quand on parle. Quand on parle, il y a une dépendance temporaire dans ma parole. Chaque mot, a priori, n'est pas indépendant du mot que suit. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un équivalent de ça? Et effectivement, on est capable de calculer la limite de cette information-là lorsqu'on observe beaucoup d'échantillons de ces choses-là et donné par quelque chose qu'on appelle l'entropy rate, qui est une limite sur l'entropie jointe de toutes les observations. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est juste pour montrer un petit peu. Alors, il y a une notion qui est très importante, en apprentissage, c'est la notion d'entropie conditionnelle. Imaginez-vous en fait que Y représente l'étiquette d'une image, typiquement la classe. Est-ce que c'est un patient qui a du cancer ou pas? Si c'est une classe binaire, quel type de cancer il s'agit, ces patients-là? Ou autre chose, des chiffres si on fait de la classification. Et imaginons que X est l'image en question. L'entropie conditionnelle vous donne la mesure d'une certitude par rapport à la classe que vous voulez trouver, sachant l'observation que vous avez pour retrouver la classe. Si la mesure de certitude elle est grande, ça veut dire que ces problèmes de classification, il va être difficile. Si elle est faible, ça veut dire que les images que vous avez vont vous permettre facilement de conclure sur le type d'étiquette, sur la classe que vous cherchez en fait. Donc l'entropie conditionnelle joue le rôle important sur des mesures d'incertitude par rapport à la variable qui est cachée derrière l'observation de l'image, mais qui contient l'information que vous voulez récupérer. Si l'image est indépendante de la classe que vous voulez trouver, donc l'entropie conditionnelle est égale à l'entropie, donc l'information d'observer l'image ne vous apporte rien du tout. Donc on retrouve toute la logique intuitive, on le retrouve dans les équations. Bien sûr, si on veut aller en détail en tout, ça prend du temps, c'est un cours. Mais conceptuellement, on retrouve dans les équations l'intuition. Et l'intuition en information est très important. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on fait pour ensuite interpréter les équations qu'on a eues. On peut aussi définir l'entropie jointe, l'incertitude jointe des 12 événements. Et il y a une notion qui est très importante aussi, et parce qu'on l'utilise très souvent pour l'optimisation des algorithmes d'apprentissage, c'est la notion d'information mutuelle, que Shannon il a également introduit. Quelle est l'information mutuelle? L'information mutuelle nous dit l'information qu'une variable, une quantité, apporte sur une autre variable. Et elle est symétrique, donc aussi c'est l'information que l'autre variable apporte sur la première variable. Donc c'est l'information que X apporte sur Y, et l'information qu'Y apporte sur X. Typiquement, vous pouvez penser de X, l'image, Y, ça peut être le son, et on regarde une vidéo, ou on regarde un film. Et donc, typiquement, effectivement, le son contient de l'information sur les images qu'on observe, parce que c'est une description certainement plus simple, mais il y a de l'information, et vice-versa. Et donc, elle mesure le niveau de dépendance, en quelque sorte. Shannon, il a aussi s'intéressé aux événements qui ont une grande probabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on observe suffisamment d'images, et Ismaël il a beaucoup parlé de ça, effectivement, pour faire de l'apprentissage, il me faut une quantité de données importante. Donc, lorsqu'on observe énormément des exemples des données, quelles sont finalement les images qui vont apporter un maximum d'informations? Quels sont les textes qui vont apporter un maximum d'informations? Parce que finalement, c'est cet ensemble-là qui nous intéresse et pas le reste. C'est à partir de cet ensemble-là qu'on voudrait apprendre. Apprendre quoi? Apprendre la règle des décisions qui va nous permettre, à partir d'une image, aller vers une classe. De savoir qu'il s'agit d'un chat et non pas d'un chien. De savoir qu'il s'agit de telle tumeur et pas un autre.
Et donc, les ensembles qui portent un maximum d'informations, c'est ce qu'on appelle les ensembles typiques. C'est les ensembles qui ont une information, lorsque la dimension est suffisamment grande, lorsqu'on a observé suffisamment de données, très proche de l'entropie, qui est l'information maximale de la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'ai une réalisation d'une séquence de données qui est proche de l'entropie, je n'ai pas besoin de regarder le reste des échantillons. Je peux déjà tout savoir au niveau d'information. Et ces genres de définitions jouent un rôle clé dans la démonstration de tous les travaux de Shannon qui ont donné origine à la technologie numérique d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ensuite en quoi ça consiste, ces genres de travaux. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais au moins, on aura l'essentiel. Alors, il y a d'autres notions qui sont aussi très importantes, et ça, la première, elle est quand même assez peu intuitive, on va dire, mais à chaque fois qu'on traite de l'information, on ne peut pas en gagner, on perd d'information. Tout traitement ne fait que perdre de l'information. C'est contre-intuitif parce qu'on a des systèmes qui traitent l'information et on peut se dire, mais pourquoi on va traiter l'information si on va perdre? Il vaut mieux le laisser tel qu'elle est, on ne va pas perdre du temps pour perdre de l'information. Mais la raison est simple, c'est à chaque fois qu'on fait un traitement de l'information, on ne peut que perdre de l'information brute, mais on va peut-être gagner dans la forme. Typiquement, on va faire un traitement de l'information pour extraire l'essentiel d'une image qui nous permet ensuite de retrouver facilement la classe, les types de tumeurs d'un patient, si c'est ça qui nous intéresse. Mais au niveau information, on a perdu l'information, parce qu'à l'origine, on avait toute l'information possible dans l'image, et finalement, on ne va retirer que la partie qui nous intéresse. Donc, on gagne de la structure, on apprend quelque chose, mais effectivement, on change de l'information. Lorsqu'on traite de l'information, peu importe le traitement qu'on applique, on ne peut que perdre de l'information. C'est ce qu'on appelle data processing, en anglais. Ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement simple, qui s'appelle l'inégalité des Fanon, qui est quelque chose qui a introduit Fanon. Il est toujours actif à l'MIT, avec 92-93 ans, si je ne me trompe pas, et en forme. Et donc, il nous a fait une relation très importante entre l'incertitude, c'est-à-dire quelle est l'incertitude de prédire X, sachant que je connais Y, et la probabilité que X soit différent d'Y. Donc, il a relié l'information à deux mondes différents. Le monde de la probabilité, c'est ce qu'on appelle l'estimation, c'est relié à l'estimation, c'est peut être relié à l'apprentissage aussi. Et l'incertitude conditionnelle, c'est la notion de qu'est-ce qu'une variable me permet d'apprendre sur un autre, la notion d'information conditionnelle. Donc il a relié ces deux choses-là en montrant que finalement sont extrêmement reliées et qu'il s'agit des quantités qui sont très très proches. Pareil, c'est quelque chose qui a été utilisé un peu partout. Donc ça nous amène à des notions qui ont fait vraiment l'origine des travaux fondamentaux de Shannon, qu'on en a tous, en quelque sorte. Et la première de ces notions-là, c'est la notion de compression. Aujourd'hui, je pense que je n'ai même pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est que faire de la compression. Tout le monde sait ce qu'est faire de la compression. Mais il faut remonter dans le temps et s'imaginer qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'est faire de la compression. On n'avait même pas la notion de numérique. Donc le premier travail des Shannon, ça a été étudié en fait ce qu'on appelle aujourd'hui lossless source coding en général, qui consiste à la chose suivante. J'ai une séquence d'échantillons qui peut être une séquence d'images, ça peut être une vidéo, du son, du texte, peu importe, un vecteur qui contient toute l'information, et je souhaiterais le représenter. Et c'est important la notion de représentation parce que aujourd'hui, ça joue un rôle super clé en deep learning. Je souhaiterais représenter ces vecteurs-là, qui est une quantité analogique, je souhaiterais les représenter dans une séquence binaire, c'est-à-dire une séquence de bits, qui peut être tout simplement représentée comme un entier. Donc je souhaite transformer l'information analogique dans l'information numérique. Mais ça, c'est facile à faire si je perds de l'information. Mais la question est, est-ce que je suis capable de faire ça? Et ensuite, avoir un décodeur qui revient à la version originale, tout en sachant que j'aimerais bien avoir une probabilité d'erreur 0, c'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir récupérer l'image telle qu'elle était. Est-ce que la transformation analogique au numérique me fait perdre de l'information ou pas? Et si non, quelles sont les conditions? Aujourd'hui, ça paraît assez évident parce que tout ce qu'on stocke dans un ordinateur est essentiellement numérique. Et pourtant, on ne s'imagine pas qu'on perd de l'information.
Et d'ailleurs, on ne perd pas l'information si on satisfait certaines conditions. Et c'était exactement le travail de Shannon. Donc Shannon a démontré que ce processus-là, qui paraissait un peu étrange, et qui correspond à tous les exemples qu'on a vus avant, hein, quand on parlait d'un code Morse, quand on a parlé de la machine de Shakar, typiquement on transformait des images, on représentait ça avec une carte qui avait des trous, donc des 1 et 0. Shannon a démontré que c'était possible, et sans perdre de l'information, à condition que la quantité de bits qu'on utilisait soit plus grande ou égale que l'entropie de la source. C'est-à-dire que la quantité de bits qu'on va utiliser pour compresser la source doit être toujours plus grande ou égale que l'information totale de ces sources-là. Si c'est plus faible, on perd de l'information, mais si c'est plus grand, on ne perd pas. Et c'est cette notion-là qui était la naissance du monde numérique d'aujourd'hui. C'est par là qu'on a démarré. Et on a compris qu'on pouvait représenter l'information de façon différente, donc avec une séquence binaire, et ne pas perdre l'information, revenir à la version originale. Et traiter la séquence binaire est plus simple et permet de faire plein de choses qu'avec l'image originale. Aujourd'hui, en deep learning, on fait la même chose. Les représentations ne sont pas numériques, mais on passe dans un espace de représentation. Et parfois, quand on fait des non supervisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas des exemples, on ne sait pas que c'est un chat, un chien, etc., on sait juste les images, on revient à l'image originale pour le faire. La notion de représentation qui a permis aujourd'hui de faire les avances qu'on a en intelligence artificielle est finalement la même qu'on a utilisée pour construire la technologie des communications et des stockages qu'on utilise tous les jours. Je vais peut-être pas essayer de... On peut aussi faire la même chose si on veut perdre de l'information. Voilà. Ensuite, il y a l'autre question clé, qui est la notion de communication. On souhaitait communiquer. Qu'est-ce que c'est que communiquer? On a un moyen physique. Ça peut être à l'époque, il n'y avait pas... À l'origine, il n'y avait pas un canal sans fil, mais après, avec Marconi, on savait déjà communiquer en sans fil. On n'avait pas un canal optique comme on a aujourd'hui, mais on pouvait quand même communiquer. Donc, les canaux introduisent quoi? Introduisent des bruits. Il y avait l'interférence, il y avait un bruit thermique, etc. Et donc, il y avait potentiellement une source d'erreur dans la communication. D'ailleurs, on le voit tout le temps, naturellement, quand on discute et on est dans un milieu où il y a beaucoup de bruit, c'est difficile, on a tendance à monter la voix pour essayer de communiquer sans interférence. Donc, comment Shannon a modélisé ce problème-là? De façon relativement simple et très abstraite. Typiquement, les canaux, pour lui, c'était une distribution conditionnelle. Donc, c'était la probabilité d'observer la version avec des bruits, sachant ce qu'on a mis en entrée n'avait pas de bruit. Donc, l'information qu'on met en entrée, c'est l'information qu'on souhaite transmettre. Et à la sortie, on reçoit une version bruitée de ça. C'est assez naturel. Et le modèle des bruitages, le modèle physique, dépend du modèle des probabilités qu'on utilise. Ensuite, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre? On souhaite transmettre ce qu'on appelle W, donc c'est une séquence de bits, simplement. Et on aimerait bien qu'à la sortie du canal, la version bruitée nous permette quand même de récupérer sans erreur la séquence qu'on a transmise. Ouais, c'est la même chose que quand on appelle quelqu'un. On aimerait bien une communication de bonne qualité. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est combien de bits je suis capable de transmettre en fonction du modèle du canal. Et donc Shannon a démontré que finalement, cette question qui paraît très compliquée avait une réponse qui était très simple, qui est celle qu'on appelle la capacité du canal. C'est-à-dire, c'est une formule qui dépend de l'information mutuelle entre l'entrée et la sortie du canal. On a juste à maximiser sur les distributions d'entrée pour un canal donné. Ça, c'est calcul. Parfois, c'est plus compliqué, parfois, c'est plus simple en fonction du modèle du canal. Et ça nous donne la limite fondamentale. Et cette limite fondamentale, elle est indépendante de la technologie qu'on utilise. Elle dépend uniquement des propriétés physiques du canal. Donc, c'est quelque chose qui est resté dans le temps. On l'utilise toujours pour un canal optique. Même si la technologie a changé énormément, la limite elle-même, elle reste toujours dans le temps. Pour faire ça, il fallait transmettre de l'information numérique. Et donc Shannon ensuite s'est posé une question qui était la mélange entre la partie de compression et transmission que je vous racontais tout à l'heure. C'est-à-dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe si je vais transmettre une vidéo? Je ne vais pas transmettre une séquence de bits, je vais transmettre du son, je vais transmettre une source qui est analogique. Est-ce que je peux d'abord faire de la compression et ensuite transformer la séquence de bits dans ce qu'on appelle un code canal pour transmettre et décoder cette information-là, ou est-ce que je dois tout faire en même temps? Shannon a démontré qu'on pouvait transmettre une source sans erreur,
si l'entropie de la source, elle était toujours plus faible, l'entropie de la source était toujours plus faible que la capacité du canal. Si l'entropie de la source est plus grande que la capacité du canal, c'est-à-dire si je n'ai pas ces conditions-là, j'ai exactement l'inverse, la quantité de bits qui contient la source est plus grande que la capacité du canal, c'est impossible de le faire. Et je peux le faire de façon optimale en découpant mon problème en deux problèmes. Je fais d'abord de la compression et après, je construis un codage correcteur d'erreur pour la communication. Ces genres de choses qui paraissent très abstraites et très mathématiques, finalement, on l'utilise tous les jours. C'est grâce à ça qu'on a compris qu'on pouvait décomposer en compression et transmission. On n'avait pas obligé de faire tout en même temps. Et les systèmes qu'on utilise aujourd'hui sont basés sur ce principe-là. J'ai présenté en surface un petit peu les travaux de Shannon. Ça me paraissait important de savoir qu'est-ce que c'est que l'entrée d'information. La question qu'on peut se poser après, c'est après Shannon, qu'est-ce qu'on aura fait tout ça? Est-ce que ça vraiment ça se retrouve aujourd'hui dans la technologie ou pas? En fait, la théorie d'information est presque partout, pas seulement en apprentissage, elle est aussi présente dans plein d'aspects. Donc j'ai une longue liste que je ne vais pas trop passer en détail, mais effectivement, il y a suite aux travaux de Shannon, on a fait des extensions à différents types de canaux, à des canaux qui étaient plus complexes que des canaux sans mémoire comme Shannon avait proposé. On a pris en compte en fait que les communications étaient par des petits paquets. Aujourd'hui, on parle de la technologie des IoT. Typiquement, c'est des capteurs qui sont un peu partout et qu'on espère quand même qu'ils vont capter l'information qu'on pourra traiter ensuite. Les capteurs, ils vont travailler avec des paquets qui sont très courts. Donc, il fallait des limites fondamentales pour des paquets très courts. Effectivement, on a pu faire ce genre d'extension. On a fait des extensions à des canaux, ce qu'on appelle multi-utilisateurs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une station basse et vous communiquez avec plusieurs utilisateurs, il y a plusieurs utilisateurs à la fois qu'il faut servir. Donc, il s'agit d'une communication, comme je fais dans ces moments, d'une personne qui communique avec plusieurs personnes à la fois. Donc, il fallait construire les limites fondamentales et les extensions des travaux de Shannon. Chacun avait, bien sûr, sa difficulté. On a introduit les notions de codage en réseau, c'est le type de codage qu'on utilise aujourd'hui au niveau du réseau, en fait, typiquement. Ça, c'est le genre de choses qui sont sorties des outils de théorie de l'information. Les notions des canaux multi-antennes. Aujourd'hui, toutes les communications utilisent des canaux avec plusieurs antennes, il n'y a pas qu'une seule antenne, ce qu'on appelle MIMO. Effectivement, ça a été aussi sorti de cette théorie-là. On a eu un impact fort dans tout ce qui est détection, estimation, dont certains sont reliés à des technologies qui sont très intéressantes, comme le compress sensing, qui est peut-être des choses que vous avez entendu parler. Le théorème d'échantillonnage de Shannon, qui nous a donné en fait à quelle fréquence il fallait discrétiser une source analogique pour ne pas perdre de l'information. Bien sûr, c'est relié à la largeur des bandes, des spectres du signal d'origine. Et des extensions des situations de compression pour des situations distribuées. Typiquement, quand on a des capteurs où chacun est en train de mesurer des choses, ces sources-là qui mesurent chaque capteur sont dépendantes, sont corrélées. Et comment profiter de cette corrélation-là pour diminuer le taux de compression de chaque capteur, parce qu'il y a de la redondance dans ce que chaque capteur il va apprendre. Quelque chose qu'on utilise tous les jours. Ça paraît incroyable, mais ça remonte en fait aux années 77. Tout le monde fait aujourd'hui, quand il faut faire de la compression, on prend un algorithme, on fait un zip d'un fichier, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Ça, il s'agit de faire de la compression optimale, c'est-à-dire compresser au niveau de l'entropie de la source, du fichier qu'on souhaite compresser, sans connaître les statistiques de la source. Et quelles que soient les statistiques de la source, on n'a même pas des échantillons d'apprentissage, on peut le faire. C'est ce qu'on appelle la compression universelle. Et cet article-là, qui est extrêmement mathématique, on va dire, on le retrouve tous les jours, en fait, quand on va faire la compression d'un fichier. Ce qui a donné origine aux algorithmes de compression universelle. Shannon, il s'intéressait aussi, et je pense parmi les premiers, aux notions d'intelligence artificielle. À l'époque, c'était bien plus simple que ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une première expérience qui est assez connue, qui est celle de cette photo-là, dans laquelle on a un souris, un lavérant, et on essaye de trouver la souris, il doit trouver la sortie.
Et donc, bien sûr, c'était des algos de recherche exhaustifs. Il n'y avait pas des notions d'apprentissage, etc. C'était une souris qui cherchait la sortie, en essayant toutes les directions possibles. Donc, c'était parmi les exemples d'un système où on utilisait une notion assez basique d'intelligence artificielle. Ensuite, bien sûr, on a eu la recherche par d'arbres, on a eu énormément de théories qui sont inspirées de ce genre de situation. On peut arriver à la fin de nos jours avec deep learning, bien entendu. On a aussi une notion de complexité, bien sûr. Quelle est la complexité du traitement de l'information? Ça, c'est pareil, ça sort des théories des Kolmogorov et des théories de Shannon. Donc, c'est deux notions qui sont très, très proches. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour une question du timing. Une autre notion qui est très importante de nos jours, c'est tout ce qui touche à la privacité, des notions d'informations confidentielles et ce qu'on appelle les systèmes qui tiennent compte en fait de l'information sensible. Il y a la notion d'encryptage, bien sûr, mais il y a des notions en fait d'un encryptage soft qui est relié à un aspect probabilistique avec lequel on peut cacher l'information. Ces genres de technologies, c'est des technologies qu'on développe aujourd'hui. Shannon a écrit les premiers articles sur ce qu'on appelle la théorie d'encryptage, où il a démontré quelque chose de très simple mais extrêmement profond. C'est que si on voulait encrypter un message, il nous faut une clé avec une quantité de bits proportionnelle à l'entropie du message. Donc, bien sûr, ce n'est pas très pratique parce que si la longueur du message que je veux encrypter doit être proportionnelle à la longueur de la clé, bon, on avait un problème. Mais effectivement, c'était dès là qu'on a compris qu'on pouvait le faire uniquement si on avait cette condition-là. Plus tard, on le fait avec des clés plus courtes et on espère que la technologie ne va pas rattraper plus vite que le système qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que les systèmes d'encryptage, ils évoluent dans le temps. Donc, où il se retrouve la théorie de l'information dans la technologie de tous les jours? Il se retrouve un peu partout, je disais, il se retrouve dans tous les algorithmes de compression, typiquement. Il se retrouve dans tous les systèmes de stockage. Vous avez en fait des codages correcteurs d'erreurs. Il ne faut pas croire qu'un disque est parfait. Il y a des erreurs. Donc on ajoute, on voit le disque comme si c'était un canal de communication quand on va lire. Et il peut y avoir des erreurs. On ajoute un codage correcteur d'erreurs pour éviter de perdre l'information quand on va lire. C'est exactement la même technologie que vous avez aujourd'hui dans un CD. Où c'est né la notion du CD en soi-même? C'est né dans la notion qu'on pouvait stocker de l'information avec une représentation numérique et pas perdre l'information. Donc ça se retrouve aussi dans les communications satellitaires et dans tout type d'algo de compression de la vidéo ou même de la parole en général. Ça a fait évoluer énormément la thématique des communications. Il faut voir qu'à l'origine, c'est né en motivation principale par les systèmes de communication. Et aujourd'hui, on l'espère, ça va faire évoluer énormément les systèmes d'apprentissage profond. Parce qu'essentiellement, on en parle de deep learning un peu partout. Mais qu'est-ce qui fait un système de deep learning? Ce qu'il va faire tout simplement, c'est avec énormément de travail, bien sûr, il y a toujours des détails, c'est là où il y a des difficultés, mais l'essentiel est juste sur ces figures-là. On a une entrée qui peut être la parole, qui peut être du son, ça peut être tout simplement une image, du texte. C'est notre vecteur d'entrée, les données qui rentrent. On va construire à travers un réseau de neurones une représentation de ces vecteurs-là. C'est comme quand Shannon nous dit on peut représenter l'information avec des bits. Bon, ici, on va le représenter avec un réseau de neurones, en fait, qui va construire un autre vecteur, en général d'une dimension plus importante que le vecteur d'entrée, et qui va représenter l'information de façon plus simple. Et plus simple, ça veut dire de façon plus facile à traiter pour ensuite pouvoir apprendre quelque chose sur cette information-là. Et qu'est-ce qu'on aura en sortie? En utilisant la représentation, on va pouvoir injecter derrière ce qu'on appelle un classifieur, c'est-à-dire un petit bloc qui va nous permettre d'avoir la sortie de notre réseau, qui va nous dire quelle est la classe par rapport à l'image qu'on a mis en entrée. Et donc, encore une fois, ce que vous avez ici, c'est un encodeur, comme en Shannon, et un décodeur, comme on a théorie de Shannon. Et effectivement, on l'appelle encodeur et décodeur. La seule différence, c'est que les représentations ne sont pas discrètes, ils sont continues. Mais essentiellement, il s'agit de la même chose. Voilà. Et d'où il y a toutes ces connexions-là, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Donc, je ne vais pas trop m'attarder, pas trop rentrer dans les détails, mais je vais juste vous expliquer un petit peu quelles sont les choses qui sont ouvertes, sur lesquelles on pense qu'effectivement, la théorie d'information peut jouer un rôle important, comme on l'a fait dans la notion des communications,
pour un canal bruité et compression lorsqu'on voulait stocker de l'information. Donc aujourd'hui, tout le monde s'accorde bien que les systèmes d'apprentissage profond, des réseaux de neurones profonds, sont capables de presque apprendre presque n'importe quelle fonction, avec un certain nombre de propriétés, mais n'importe quelle fonction de décision. Donc on a une idée assez claire de la notion de la puissance de représentation de ce genre de réseau. On sait aussi que les mesures d'information, qui sont les métriques qu'on optimise globalement, des informations mutuelles, des cross-entropies, d'entropie, etc., ils sont assez puissants parce qu'ils nous permettent quand même d'apprendre les paramètres du réseau qui vont ensuite construire les représentations à partir desquelles on peut faire la classification. Donc ça, tout le monde s'accorde, il n'y a pas de doute sur ce point-là. Modulo les problèmes d'optimisation de ce genre de fonctions, qui est toute une autre thématique très importante, qui joue un rôle extrêmement important. Hein, donc Ismaël, on en a parlé. Mais après, il y a plein de choses qui ne sont pas très bien connues ou pas très bien comprises. Et typiquement, on sait que ce genre de réseau, ils généralisent la plupart des temps relativement bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle généraliser? Généraliser, simplement, c'est que vous avez un ensemble d'apprentissage, vous avez vu quelques images. C'est comme une petite photo du monde, mais le monde est bien plus compliqué que ça. Et lorsque vous avez fini, vous allez mettre vos systèmes, et vous allez tester vos systèmes vraiment avec toutes les autres choses que vous n'avez pas vues pendant l'apprentissage. Vous espérez que les images que vous avez eues d'apprentissage sont suffisamment bonnes pour essayer de prédire ce qui va vous arriver plus tard. Est-ce que votre réseau va généraliser à toutes les choses qu'il n'a pas vues pendant l'apprentissage? Bon, on sait que les réseaux profonds, dans la plupart des tâches, ils généralisent plutôt bien. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc là, on a effectivement quelques idées pour essayer de s'attaquer à ces problèmes-là, mais encore une fois, c'est un problème important qui est très ouvert. Un autre point, il est important d'étudier l'impact de la structure des données. C'est-à-dire, si je vous dis intuitivement que j'ai un ensemble dataset, comme on dit, où les données sont une structure très importante. Un exemple de ça, c'est quand on travaille avec des datasets qui correspondent avec des caractères manuscrits, hein, des 0 au 9. La structure, elle est très forte. Les images sont assez simples, en fait. Un 0, c'est un 0. Il peut y avoir un style qui est différent d'une personne à une autre, mais c'est assez fort. C'est beaucoup plus simple qu'une image de tomographie, comme il a montré Ismaël, nettement. Les variations d'un chiffre, ça n'a rien à voir avec les variations d'un tumeur, typiquement. Donc, quel est l'impact de ce genre de structure? On les connaît, on la simule, en fait, on voit effectivement, là, ici on arrive mieux, ici on arrive moins bien, il y a énormément d'exemples. Mais on ne comprend pas bien les fondements mathématiques derrière ça. Hein. Quels sont les datasets pour lesquels on ne pourra pas apprendre, par exemple? Et il y en a. Forcément, ce ne sont pas ce genre de datasets qu'on utilise dans la vie réelle. Mais il y en a. Ça serait bien de savoir plus sur ça. Comment rendre les modèles un peu plus robustes? Aujourd'hui, on a un modèle qui tourne bien sur un certain type d'image. Dès qu'on a perturbé peut-être l'image, un peu, de façon intelligente, les modèles, il va peut-être collapser complètement. Alors que nous, on ne voit pas la différence visuellement. Donc, il manque de la robustesse à ce genre de modèle. Encore une fois, ça reste une thématique qui est très importante parce que pour les applications sensibles, on ne peut pas se permettre de laisser le système rater la décision. Hein, donc ça reste on s'imagine que les idées de redondance, ils vont jouer un rôle important. Alors, qu'est-ce que c'est que la redondance? Alors, au début, j'ai parlé de la notion d'information. Je dis que l'information était proportionnelle à l'incertitude qu'on a vis-à-vis de la prédiction d'un événement. Si un événement il est facile à prédire, il va nous apporter beaucoup d'informations. S'il est difficile, il va nous apporter très peu. S'il est difficile, il va nous apporter, parce qu'il est peu fréquent, il va nous apporter beaucoup d'informations. Alors que s'il est facile, parce qu'il est très fréquent, l'observation nous apporte peu d'informations. Donc ça, c'est relié à la notion de redondance. S'il y a des images qui sont très redondantes, où il y a des objets qui se répètent beaucoup, cette redondance-là, c'est celle qu'on utilise pour apprendre dans l'apprentissage. Mais en même temps, quand on fait de la compression, c'est la redondance qu'on va éliminer des données, parce qu'on va la mettre dans l'algo de compression et on ne va pas les stocker. Hein? Mais apprentissage et compression, c'est deux choses qui sont extrêmement reliées. Hein? Donc, quel est l'impact de la redondance des données, donc la structure, dans les algos d'apprentissage? Un autre sujet qui est vraiment très important, c'est des genres de choses qu'on étudie là, à ce moment avec Ismaël, c'est comment construire des bonnes représentations des données dans un contexte non supervisé. Ce qu'on appelle un contexte non supervisé, c'est-à-dire qu'on a très peu des notations, très peu d'étiquettes, des labels, comme on dit en anglais, vis-à-vis des images. J'ai plein d'images de tumeurs, mais j'ai très peu pour lesquelles je sais quel est le type de tumeur qui est dans les images.
Comment construire des représentations dans un contexte comme ça? On s'imagine bien que les notions, les mesures d'information peuvent jouer un rôle important parce qu'ils vont ajouter la structure à ces problèmes-là. Et on a besoin de la structure parce qu'on a un manque d'informations vis-à-vis des labels. Et finalement, un sujet qui est très important de nos jours, c'est la notion des disentanglement, comment on aurait dit ça en français, comment on peut d'une certaine façon découper les différents facteurs qui vont expliquer une image. Typiquement, vous avez une image séparée, voilà. Vous avez une image d'une personne, c'est toujours la même personne, mais parfois il a la tête dans une direction, parfois il tourne la tête, parfois il y a plus de lumière, parfois il y a moins de lumière sur l'image. Mais c'est toujours la même personne. Alors, est-ce que je peux construire une représentation qui ne tient pas compte de la rotation, qui ne tient pas compte du niveau de luminosité, mais qui tient compte typiquement de l'information qui me donne l'identité de la personne. Une représentation qui tient compte uniquement de la rotation et une représentation qui tient compte uniquement du niveau de luminosité. Donc comment découper tous les facteurs qui vont me permettre d'expliquer l'image, mais de façon plus précise. Ouais. Donc ça, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui, sur lequel c'est un sujet qui est porteur parce qu'il va nous aider à construire des représentations dans un contexte non supervisé et qui vont vraiment faire avancer, je pense, les systèmes de nos jours. Donc je vais peut-être m'arrêter là, juste vous dire qu'il y a énormément de références en théorie de l'information. Donc ça, c'est juste quelques-uns que je préfère. Certains sont pure théorie de l'information, d'autres qui sont des liens avec la physique, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent avec des liens avec la physique. Il y a d'autres livres, bien sûr, de théorie de l'information qui vont relier à la biologie, à tout ce qui est la notion de quantum, dont je ne vais pas parler du tout, des notions de physique théorique, typiquement le trou noir, la théorie de l'information est un domaine de recherche sur ce genre de choses, des notions de complexité, des notions de sécurité, etc. Qu'est-ce que j'aimerais bien que vous vous rappeliez aujourd'hui de tout ce qu'on a parlé? Des choses très simples. Le concept abstrait est assez difficile à définir d'information. Finalement, on arrive assez bien. Et il est proportionnel à l'incertitude de prédire un événement. Ouais? Donc c'est ça l'entropie, c'est ça la notion d'information. Tout type de données, des images, du son, de la voix, du texte, etc., on peut le représenter de façon numérique et revenir à la source originale sans perdre l'information. Donc, c'est la naissance du numérique aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps, de nos jours. Et finalement, bien sûr, quand on regarde l'entropie de Shannon, pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de physique, ça va vous rappeler l'entropie de Boltzmann. Et c'est de là qui vient la fameuse histoire. Dans un débat, il paraît, je n'étais pas là, mais dans une lettre entre von Neumann et Shannon, Shannon a montré ce qu'il avait fait sur l'entropie à von Neumann. Il a demandé comment il faudrait que j'appelle à cet objet-là. Il n'appelait pas entropie encore. Et von Neumann a dit, il faut que tu l'appelles entropie, parce que l'entropie de Boltzmann, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne comprend pas très bien. Et si jamais il y a un débat, c'est toi qui vas gagner. Et donc, bon, apparemment, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que l'entropie s'appelle entropie. Mais effectivement, c'est vraiment différent que l'entropie de Boltzmann. Même s'il y a mathématiquement, c'est la même formule à une constante près. La notion d'information vérifie les équations physiques, en particulier la deuxième loi de la thermodynamique, ce qui est un concept important parce que ça veut dire qu'elle existe en soi-même, au-delà de nous, en tant qu'humains. Donc l'information, c'est quelque chose qui est présent dans la nature, ce qui n'est pas évident. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup surpris. Donc avec ça, je vais m'arrêter. Je vous remercie d'avoir écouté et d'être là aujourd'hui.